Et je vais m'éloigner ici de la vie générale, puisqu'alors que tout le monde semble condamner le troisième film, je le trouve plus qu'intéressant. OCP est désormais une filiale d'une société japonaise du nom de Kanemitsu, qui passe à l'assaut pour lancer la construction de Delta City. Pour ce faire, il prévoit d'expulser tous les habitants des quartiers pauvres et à forte criminalité afin de les raser. Des familles se retrouvent donc à la rue, voire séparées, comme Nico, petit enfant surdoué qui perd ses parents dans la cohue. Elle est recueillie par un groupe de résistants mené par Bertha, qui va bénéficier des capacités de hackeuse de la petite. Il tente de s'opposer aux milices engagées par OCP, plus obéissantes que les policiers, qui sont plutôt du côté du peuple à l'origine. Au milieu de tout ça, Robocop est contrarié. Son humanité le rend moins obéissant et prévisible qu'OCP l'aimerait, surtout pour les évacuations. Sa décision d'abandonner la poursuite des rebelles pour sauver Lewis a particulièrement énervé la compagnie, et il souhaite se débarrasser de ses émotions, ce que le Dr Lazarus, qui est la troisième actrice dans le troisième rôle de scientifique brune chargée de Robocop en 3 films, refuse de faire. Poussé par ses convictions et son programme à défendre la population avant tout, il se rebelle contre les milices pour protéger les citoyens abrités dans l'église. Comme vengeance, McDuggett, le méchant du film, va froidement assassiner Lewis avant de faire feu sur Murphy. C'est rien, Murphy. J'ai survécu à 2 films sans avoir à devenir une intrigue romantique. C'est déjà pas mal pour une carrière de second rôle féminin dans une saga d'action. Rafistolé par le Dr Lazarus qui rejoint les rebelles, Robocop se met en quête de sauver les citoyens en attaquant le QG des milices. Mais les milices elles-mêmes ont localisé les résistants et ont fait une descente. Lorsque Robocop revient, il est accueilli par Otomo, un cyborg japonais évidemment bien plus avancé parce qu'il est japonais. Pas étonnant que ça tombe en panne, il y a marqué Made in Japan. Mais enfin, Doc, tous les meilleurs trucs sont fabriqués au Japon. Fabriqué par Kanemitsu, qui est une transcription de la peur des Américains qui voient arriver leur premier concurrent nippon sur les marchés mondiaux. Il va cependant réussir à le détruire et s'équiper d'un jetpack designé par la section merchandising du film et aller aider les rebelles et les flics à poutrer les milices et les punks qu'ils avaient recrutés. Alors certes, c'est le premier film de la franchise jusqu'à la sortie du remake à être classé PG-13, ce qui ne me pose aucun problème contrairement à beaucoup d'autres fans de la saga. En effet, je pense que Robocop a bien plus de sens que de montrer des gerbes de sang, mais en plus, ce défaut, si vous tenez tant à le considérer comme cela, est excusé par un événement qui m'avait depuis longtemps intrigué et sur lequel j'ai pu par hasard me pencher grâce à cette rétrospective. Cet événement, c'est la chute d'Orion Pictures. Si, vous connaissez. Ne mentez pas, je sais que vous connaissez ce logo! Ce logo, vous l'avez vu devant le premier film Terminator, devant Le Silence des Agneaux, devant Platoon et plus de 200 productions. Et malheureusement, beaucoup d'entre elles n'ont pas rapporté un rond à Orion, ce qui l'a mis en très mauvaise passe au début des années 90, et même les 45 millions que lui ont rapporté le deuxième Robocop ou le succès du Silence des Agneaux ne sauraient la sauver. Ainsi, la compagnie a fait faillite entre la fin du tournage du film et sa sortie en salle, avec quasi un an de retard après le rachat par MGM. Je n'en parle pas pour excuser les quelques mauvais effets spéciaux ou quoi que ce soit. Si ce film a des défauts techniques, et il en a, il ne saurait être la cause que de l'équipe. Mais dans l'ambiance d'une compagnie en fin de vie, il est plutôt facile de comprendre le choix de la production de faire un film qui ne s'interdira pas à une partie du public aussi considérable que les 13-17 ans, déjà d'ailleurs assez fans du personnage. Qui plus est, le film est réalisé par Fred Decker, un réalisateur de films d'horreur, qui ne travaillera plus jamais après ce projet, en dehors de l'écriture de quelques scripts pour Star Trek Enterprise. Bien évidemment qu'un réalisateur de films d'horreur ne prend pas la décision de faire un film tout public, et comme on ne choisit pas un réalisateur de ce genre pour adapter les Bisounours, nul doute que la décision de passer au PG-13 s'est faite peu de temps après sa nomination. Donc pour résumer, non seulement l'absence de gore ne me dérange pas, mais en plus elle n'est pas une décision de l'équipe du film, mais de la production. Cela dit, je comprends que l'on puisse manquer un petit peu de violence gratuite dans une saga qui l'a jusque-là mise en avant. Cela dit, c'est occulter tout ce que le film réussit et même fait mieux que son prédécesseur. Par exemple, celui-là a compris comment traiter les JT et les pubs qui reviennent encore une fois rythmer la progression du récit. Il n'y en a pas 3, mais 2. En début de film, il y a une pub pour Delta City, le fameux projet de OCP. Bon, certes, les premiers essais d'images de synthèse vieillissent très vite, mais le ton de la pub est complètement juste et raccord avec l'esprit du premier. La deuxième pub est un dessin animé pour les jouets Johnny Rehab. Les Rehab sont en version originale le nom donné aux milices chargées de déloger les pauvres de Détroit. Le fait de créer une série dérivée de jouets sur des troupes brutales et qui œuvrent contre le peuple est une superbe idée pour montrer la propagande pratiquée par OCP. Dans le prolongement de cette idée, les journaux télé. Le premier sert comme d'habitude à faire de l'exposition et à présenter aux spectateurs l'univers dans lequel va se dérouler son film. Le deuxième, lui, sera assez intéressant puisque c'est le premier à montrer ça. Parce que justement, c'est l'un des thèmes de ce troisième film, la révolte populaire contre l'oppresseur, c'est-à-dire OCP. Certes, la compagnie était là pour servir à présenter un avenir assez sombre, mais la faire chuter est justement d'autant plus intéressant.
C'est un peu naïf, mais c'est un arc scénaristique assez fort, d'autant qu'il est mis en parallèle avec la libération personnelle de Robocop. En effet, alors que le peuple va tenter de se débarrasser d'OCP, Murphy va se débarrasser des directives qui limitaient son humanité puisque le privant de libre arbitre. Après avoir été endommagé par les milices, Robocop subit tout un tas de réparations qui nécessitent de le désactiver. Le film prend alors une construction similaire à celle de la création de Murphy, adoptant un point de vue interne uniquement quand il est conscient. Puis le film réutilise des images marquantes de sa vie vues dans le premier, non pas de façon honteuse pour gagner du temps de pellicule à pas trop cher, mais par micro-touches uniquement lorsque ça a du sens. Entrecoupé d'images psychédéliques avec un tunnel numérique et un morphing entre les figures féminines qui l'entourent, la femme pour son ex, la sœur pour son ami Lewis, et la mère pour le docteur Lazarus. Tout cela explicite assez clairement que Robocop expérience ici une renaissance. C'est le moment où Robocop meurt pour renaître en tant que héros, protecteur du peuple. Vous le sentez, l'auteur de comics qui a écrit le scénario? Parce que oui, assez étonnamment, alors que son script pour Robocop 2 avait été complètement massacré, Frank Miller est revenu pour écrire une suite, principalement à partir des éléments qu'il n'avait pas utilisés pour le deuxième volet. Il sera une nouvelle fois déçu, mais il est fort probable que ce soit lui qui soit à l'origine de cette orientation justicier de Robocop. De fait, ses ennemis sont deux choses qui s'opposent à son statut de cyborg libre. D'une part, Otomo, le robot japonais. Le film montre clairement qu'ils sont identiques puisqu'ils sont présentés lors de la première apparition avec le même cadrage et montage. Un plan sur la porte de la voiture qui s'ouvre, le pied qui touche le sol et la caméra qui se redresse pour montrer le visage. Mais là où Murphy garde son humanité, Otomo est un pur ordinateur. Millimétré, logique et qui suit son programme à la lettre, y compris lorsqu'il est piraté à la fin pour se battre contre ses doubles, puisque l'informatique est reproductible en grande quantité identique, là où Robocop est unique de par son humanité. Il représente la victoire de l'artificiel sur l'humain. Dommage qu'il ait droit à autant d'attention dans sa présentation, un tel slow burn, technique qui consiste à préparer un événement très longtemps à l'avance en l'enrichissant par petites touches, pour avoir au final des confrontations aussi vite expédiées. D'autre part, il y a McDougat, le chef des milices. Bien qu'humain, il est totalement dénué de compassion et d'empathie. Il n'est en effet motivé que par son sadisme et n'a pas de l'argent. Il est donc le véritable ennemi puisqu'il est l'exact inverse de Murphy. Un corps humain et une âme de machine. La question de l'humanité est vraiment centrale au film, elle se retrouve dans de nombreuses scènes et dialogues. Par exemple, une fois réparé, Robocop discute avec Nico et lui parle de ses parents. À l'issue de cette conversation, la petite lui fait un gros câlin en ajoutant « Hey Murphy, I'm glad your new heart works. » Il y a bien sûr un double sens énorme dans cette réplique anodine. Certes, la petite fait référence au cœur synthétique qui fait vivre Robocop, mais le symbole est surtout dans le sens figuré que le Robocop réparé, qui a subi sa renaissance, possède toujours ses capacités à l'empathie, l'amour et l'affection. Nico d'ailleurs ne me fait pas du tout hurler contrairement au Hope du film précédent. Elle n'est pas là pour jouer au dur, mais apporte son espièglerie et son optimisme au film et au personnage. Regardez-la quand elle pirate le ED-209 qui garde l'armurerie. Qui se pirate quand même super facilement, je trouve. Elle s'éclate, elle se croit dans un cartoon, alors qu'elle n'est pas dans un cartoon. Elle prend la pause, joue avec ses gros robots comme avec leur reproduction en jouets, et s'amuse. Elle représente l'espoir en l'avenir, donc elle est positive et franchement attachante. Elle n'est pas énervante comme savent si bien être les acteurs enfants. Coucou Jake Lloyd. Elle sait pirater n'importe quoi, mais ne fait pas son petit singe savant insupportable comme c'est si souvent le cas. C'est une enfant normale qui se trouve être surdouée, et quelque part, elle me fait penser à Newt, autre exemple de personnage enfant réussi au cinéma. J'ignore d'ailleurs si sa présence est le résultat du désir d'ouverture au grand public des studios, qui se dirait de façon assez basique que la présence d'un personnage enfant en sécurité au milieu de tout ça rassurerait le jeune public, et encore une fois, voir l'équipe s'efforcer de faire son meilleur travail malgré ses restrictions, donne chaud au cœur et fait regretter le dédain auquel le film doit faire face. Prenez en compte le bordel auquel doit faire face l'équipe. Ajoutons que Peter Weller a décidé de ne pas revenir, déjà assez déçu par le deuxième film, et que son rôle est repris par un certain Robert Burke. Eh bien ils se sont fait chier à retrouver un acteur dont la voix se rapproche beaucoup, lui ont laissé son casque une bonne partie du film, mais ont aussi usé de prothèses pour faire ressembler au maximum son visage à celui de Weller. Tellement de films en auraient rien eu à foutre, même sur un détail scénaristique. Le jetpack de Robocop est introduit bien en avant dans le film quand le groupe de Bertha, accompagné de Nico, cambriole une armurerie de police. Tellement de films auraient sorti cet élément de nulle part, uniquement quand il aurait été nécessaire à l'intrigue, et on aurait pu se demander pourquoi Murphy ne l'avait jamais utilisé avant. Alors que non seulement le film a une explication logique pour sa non-utilisation, et le fait qu'elle ne soit pas disponible dans n'importe quel local, mais en plus il justifie qu'elle soit accessible par la suite en trouvant une raison imparable pour que les rebelles la volent. Get that. Why? It looks expensive. C'est tellement évident que ça frôle le génie.
J'en profite pour me réjouir de la présence de Cissy Edge-Pounder dans le rôle de Bertha. C'est une excellente actrice qui joue ici une chef des rebelles attachante, crédible et forte. Au final, j'ai vraiment l'impression d'assister à un cas typique de « on n'a pas aimé le deuxième film donc on n'ira pas voir le 3 », et ce peu importe la qualité du travail fourni par l'équipe, cumulé à un non moins classique « y a pas assez de sang et d'explosions ». Si vraiment vous pensez que Robocop est un film génial et mémorable parce que ça canarde partout et qu'il y a des grosses vagues de sang, c'est que vous n'avez rien compris à ce que le film raconte. Bien sûr, on peut l'apprécier pour cet aspect, mais ce serait un peu comme jouer avec l'emballage plutôt qu'avec le cadeau. En vérité, la violence visuelle n'est pas si présente que ça dans le premier Robocop. Il y a des choses beaucoup plus trash dans le deuxième, qui lui est complètement con et limite gore. Si aimer Robocop pour sa violence, c'est comme aimer l'emballage plus que le cadeau, aimer Robocop 2, c'est un peu comme aimer un cadeau acheté en occasion et offert dans la gueule sans emballage. Le troisième, au moins, est un cadeau bien emballé, juste que ce n'est pas exactement ce que vous aviez demandé. Bon, ok, le classement PG-13 amène à quelques éléments étranges, comme la scène de fusillade de rue en fin de film, où il est assez difficile de comprendre pourquoi les résistants n'arrivent pas à toucher les miliciens qui sont à l'air libre dans une rue dégagée et bien en face d'eux. Encore plus difficile que de comprendre pourquoi, dans ces conditions, ce sont les milices qui gagnent la bataille alors que les résistants et les flics sont, eux, cachés derrière des barricades. J'avoue que cette bataille propre est un peu déstabilisante, mais une fois qu'on a compris le fonctionnement d'un film d'action PG-13, on accepte ça facilement. D'autant que le film parvient à faire des scènes assez angoissantes avec peu de choses, comme l'attaque des punks en début de film, dont le cri de guerre montre bien la folie. Bien sûr que le film n'est pas dénué de défauts, j'en ai déjà évoqué plusieurs, et il y en a d'autres. Le fait que Robocop ait réintégré ses 4 directives alors que le film précédent disait les avoir tout effacées. Ou encore ce figurant à qui on a oublié de recharger le flingue entre deux prises, et j'en passe. Mais il est tellement plus à la hauteur du premier en termes de sens et d'intention que je lui passe avec bon cœur. Typiquement, c'est le cas de figure où un bon scénariste voit son travail gâché par une production, avec laquelle un réalisateur va devoir faire ce qu'il peut pour donner quand même un bon film. Hélas, le film s'est planté, rapportant péniblement 10 millions de dollars pour un budget de 22 millions. Cela dit, vu les conditions de sortie du film, ce n'est pas vraiment surprenant. Pourquoi revenir sur Robocop maintenant? C'est bien entendu pour son remake, l'exemple ultime de la connerie d'internet. Oui, c'est toi que je regarde internet, n'essaye pas de te cacher. Depuis l'annonce même du projet, le film se ramasse plus de sauts de merde sur la tête que Claire Chazal. Certains sont même assez cons pour beugler contre le redesign de son armure sans penser 2 secondes qu'on a complètement changé notre façon de concevoir les robots et que ne serait-ce que pour le dynamisme, il fallait rendre tout cela plus fin. Je rigole encore en repensant à ceux qui se plaignaient de la couleur noire, quand quelques plans ont été révélés où on retrouve son gris bleu d'origine, preuve ultime que l'équipe du film aimait l'original, et que tout cela n'est donc bien qu'une question de modernisation du design. Je comprends que le traumatisme des autres suites puisse être présent, encore que je suis certain que les 3/4 des gens qui ont gueulé ignorent toute leur existence. Je comprends qu'on considère l'original comme un monument au texte subversif et qu'on ait peur qu'il disparaisse sous l'aspect parfois si lisse et politiquement correct de l'Hollywood actuel. Mais il peut aussi apporter ses propres messages, ses propres réflexions. Tout comme il peut être un excellent divertissement, tout comme il peut être un vibrant hommage qui réactualise l'original. Tout comme il peut être une sombre merde, je ne dis pas le contraire. Je suis juste tellement frustré de voir un film déjà enterré avant même que le premier plan ne soit tourné. Parce que c'est avec ce genre de réaction débile et de jugement hâtif complètement con qu'on terrorise les producteurs et distributeurs et qu'on arrive à ce que les véritables pépites telles que le remake de Dredd se ramassent la gueule suite à un bouche à oreille tellement négatif, et même pas basé sur le film lui-même, ou soient privés de sortie en salle dans certains pays, voire même ne soient pas produits du tout. Robocop 3 devrait vous servir d'exemple ultime. Un film qui foncièrement essaie de proposer quelque chose de certes différent, mais du meilleur niveau possible compte tenu de ses contraintes de scénario et de production. Attendez de voir avant de juger. Bien sûr qu'on a tous nos a priori et nos craintes sur un projet, mais on ne condamne pas un suspect sur des suppositions sans même entendre sa plaidoirie. Et ça vaut pour tous les films. On juge sur du concret, on juge pas sur une bande-annonce ou sur un résumé écrit et encore moins sur l'annonce d'un projet. Là-dessus, vous n'avez aucun moyen de nier que j'ai raison et que vous avez tort. Prenez soin de vous et allez voir des films. Ciao! Mes souvenirs de Robocop remontent à l'époque où j'étais enfant, puisque le premier film est aussi vieux que moi, et c'est assez amusant de mettre ça en relation avec l'histoire sans fin, parce que Robocop est devenu un personnage extrêmement populaire auprès des jeunes enfants. Les policiers sont dépassés